Good morning everyone. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir que d'ouvrir cette conférence et bien entendu, je souhaite remercier Didier Fassin qui m'a invité à animer cette première table ronde. Nous allons écouter 4 universitaires qui vont nous parler de violences coloniales. Depuis la signature du cessez-le-feu il y a 2 mois, le niveau des massacres au quotidien a baissé dans la bande de Gaza, mais le génocide ne s'est pas arrêté pour autant. Nous avons ouverture du passage à Rafah des 2 côtés, ce qui permet d'acheminer un peu d'aide, mais pas suffisamment. Et les puissances coloniales ont décidé de gérer le conflit en imposant de nouvelles réalités sur le terrain avec une occupation et un contrôle direct ou indirect. L'essence de ce projet pour l'avenir de Gaza doit être compris comme dans le cadre d'un effort qui vise à effacer les Palestiniens en tant qu'acteurs politiques et à les priver de leur droit à choisir leur destin. La dépossession des terres palestiniennes est également réalisée en Cisjordanie. Qu'est-ce qui distingue ce génocide d'autres génocides? Quelle est la manière d'analyser ce génocide en Palestine? Chacun de nos intervenants va parler du génocide, mais d'un point de vue différent. Nadera Shalhoub va nous parler de l'approche micro et va nous parler des trajectoires personnelles. Nadera est professeure à l'Université d'Afrique du Sud. Elle travaille à l'Université Queen Mary de Londres et elle est professeure émérite à l'Université hébreu de Jérusalem. Elle va nous parler de brutalité, de colonialisme et de politique et de violence systémique. Elle a travaillé sur la militarisation et les violences aux femmes et c'est une étude qu'elle a menée en 2010. Elle a également travaillé sur les violences aux enfants en 2019. Elle a travaillé sur l'abolition et les programmes coloniaux en 2024. Nadera, vous allez nous parler aujourd'hui du génocide incarné. Vous avez la parole pour 20 minutes. Bonjour. Et merci pour cette présentation. Et je vais vous parler d'une unité fragmentée et du mépris de la lâcheté pour essayer de mettre en lumière les travaux que j'ai réalisés pour essayer de théoriser le rôle de l'Ashla, les restes humains dispersés, pour comprendre la surréaction palestinienne dans le contexte du génocide en cours à Gaza. J'aborde l'Ashla non seulement comme une preuve de la violence, mais également comme une lentille analytique à travers laquelle on examine le travail politique et les économies affectives de la destruction génocidaire, ainsi que les liens intimes entre le corps et la terre, le passé et le présent, les vivants et les morts, le fragmenté et le tout. Je commence par la voix de Hayat, jeune femme de 21 ans, déplacée, qui s'exprime. Je ne pouvais pas me calmer avant d'avoir rassemblé les ashlas de mes enfants, de les avoir collectés, l'amlathom, et de leur avoir trouvé un endroit sur notre terre pour les enterrer avec respect. Je leur ai rendu visite, je les ai rassurés. Je leur ai dit que même si les Israéliens les avaient déchirés, avaient dispersé leurs restes, leur mémoire, leur amour restaient dans mon cœur. Même s'ils ont été déchirés comme notre terre de Palestine, ils sont mon tout, Umikiani. Comme tant d'autres à Gaza, Hayat s'est précipité dans la douleur et l'incrédulité pour rassembler et embrasser les ashlas, les membres et les parties des corps de ses proches, victimes d'une violence inimaginable. Ces questions résonnent à travers Gaza.
Pourquoi nos proches ont-ils transformés en Ashla? Pourquoi ont-ils été tués dans leurs maisons, leurs écoles ou leurs hôpitaux? Pourquoi un État colonial brûle-t-il les familles vivantes, découpe-t-il des corps et les démembre-t-il sous nos propres yeux? Pourquoi cette envie de fragmenter les corps et les terres? Pourquoi cette violence? Dans mes conversations avec ma famille, mes étudiants et mes camarades de Gaza, je me retrouve à revenir sans cesse aux mêmes questions. Qu'est-ce qui fait du corps palestinien un tel objet d'angoisse coloniale? Pourquoi son intégrité dérange-t-elle autant les colons? Y a-t-il un besoin psychique de détruire et d'éviscérer, de réaffirmer la normativité coloniale en rendant la surenchère non seulement permissible mais nécessaire, tuer au-delà de la nécessité en défiant ouvertement le droit international, et ce en toute impunité, est devenue une nouvelle manifestation du pouvoir souverain. Cette logique rejoint l'analyse du rapport des Conseils des droits humains des Nations Unies, intitulé « De l'économie de l'occupation à l'économie du génocide », rédigé par Francesca Albanese, qui démontre comment le génocide persiste parce qu'il est capital, parce qu'il est économiquement rentable et soutenu par des réseaux d'entreprises et de financiers. Donc je voulais dire que on parle de capitalisme et que les corps démembrés sont également un capital. Dans son dernier article, Jeffrey Sinclair disait « Les corps étaient profondément enfouis sous la terre, les débris et les ordures. Certains étaient des personnes âgées, d'autres étaient jeunes. Certains présentaient des signes de tir à bout portant. Les corps provenant des précédents charniers des hôpitaux Al-Shifa et Nasser montraient des traces indiquant que les mains des victimes avaient été liées. Certains présentaient des signes de tir à bout portant. Plusieurs avaient des impacts de balles dans le crâne. Les corps provenant des charniers montraient que les mains avaient été liées. Les horreurs de Gaza continuent de se dérouler dans les chapitres les plus dépravés. » Fin de citation. La superpuissance n'est donc pas simplement un excès, c'est une inscription. Elle marque le calcul colonial qui détermine et qui est considéré comme humain et qui ne l'est pas. La formulation de Rema Amami sur les corps qui comptent était très instructive à cet égard. La gouvernance coloniale fonctionne selon une hiérarchie des griefs, produisant des hiérarchies de valeurs dans lesquelles les corps palestiniens occupent une zone de précarité permanente. Ainsi, le colon peut dire sans hésitation que même un enfant de 3 ans est une menace. De telles déclarations ne sont pas des aberrations, mais des articulations structurelles de l'ordre politique qui fabriquent des corps dont la destruction peut être justifiée, voire rationalisée, et j'irais même jusqu'à dire exigée. Donc cette topographie de la tuerie devient globale, précisément parce que la technologie et les cycles de destruction coloniale sont exportés et normalisés comme nous le voyons. Et la question que je pose, c'est pourquoi est-ce que le corps colonisé doit être effacé? Pourquoi est-ce que les terres colonisées doivent être nettoyées? Pourquoi ces tueries de la géographie et pourquoi cet effacement de la géographie de la Palestine? En 67, vous aviez Gaza et Jérusalem. Comment prendre avec sérieux la vie elle-même et qui devient un point d'accès au génocide? Et le régime colonial a produit ce caractère destructible. Et quand on parle des vies destructibles, on dit que ces vies peuvent être éliminées. Et cette destruction n'est pas accidentelle, mais elle est organisée et normalisée. Et encore une fois, avec l'Ashla palestinien, ne pas être démembré reste l'Ashla. Le projet colonial, dans ses cycles de tuerie, dans le nettoyage des villages et des camps de Dir Yassin, de Tantoura, de Sabra et Shatila,
à Nuseirat dans la fabrication de nouveaux temps et espaces en fin de compte, est-il en train de révéler son propre blocage? À Gaza, comme à Tantoura, l'Ashla bouleverse le temps et l'espace. Le défi du colon insiste sur le retour. Il met au centre l'Ashla, le corps, la terre, le pouvoir de Dieu pour les peuples choisis. À Gaza, comme à Tantoura, l'Ashla bouleverse le temps et l'espace. Il défie le colonisateur, insiste sur le retour. Il met au centre la chair, le corps, la terre. Comme l'explique la chercheure féministe noire Spiller, que je cite, je la cite, « Je ferai dans ce cas une distinction entre le corps et la chair, et j'imposerai cette distinction comme étant centrale entre les positions subjectives captives et libérées. En ce sens, avant le corps, il y a la chair, c'est-à-dire le degré zéro de conceptualisation sociale qui n'échappe pas à la dissimulation sous le pinceau du discours ou au réflexe de l'iconographie. Donc, pourquoi l'ont-ils coupé? Im Karim, dans une interview avec Im Karim, une femme enceinte dont le mari était mort en essayant de trouver de la nourriture pour aider sa famille, cette interview a été publiée. On voyait Im Karim assise par terre, tenant son enfant sur les genoux, plongée dans l'horreur. Elle venait de perdre son mari et elle le voyait réduit à l'état de chair déchiquetée, de morceaux de corps éparpillés, et demandait « Mais pourquoi l'ont-ils découpé en morceaux ?» Sa voix faisait écho à celle de nombreux Gazaouis qui ont vu les corps et la chair de leurs proches réduits en ashla, coupés en morceaux. Sous le choc, Im Karim s'est empressé de prendre et de porter la jambe de Mahmoud, peut-être pour se souvenir qu'il était toujours avec elle, peut-être aussi pour lui montrer son amour, pour le pleurer, pour trouver un moyen de le sauver d'une mort aussi inhumaine. Comme beaucoup de Gazaouis, elle s'était précipitée, hystérique et incrédule, pour embrasser et rassembler les ashlas, les membres et les parties du corps de son proche. La réaction d'Im Karim face à la scène horrible du corps démembré de son mari, la douleur intense sur son visage, dans son langage corporel, reflète les réactions et les interrogations de nombreux Gazaouis qui ne cessent de se demander « Mais pourquoi ont-ils transformé les corps de nos proches en ashlas? Pourquoi ont-ils abattu, bombardé les écoles, les enfants, les hôpitaux? Pourquoi l'État colonialiste a-t-il largué des bombes sur nos maris, nos femmes, nos enfants? Pourquoi les ont-ils brûlés vifs? Pourquoi ont-ils découpé, démembré leurs corps? Pourquoi l'ont-ils fait sous nos yeux? Le témoignage et les voix des Palestiniens attestent de l'abus systématique du corps des autochtones qui, comme en témoignent les crimes génocidaires, la destruction, les blessures et les meurtres, est intrinsèquement ancrée dans l'économie coloniale génocidaire israélienne. Cette violence étatique incarnée et matérialisée transforme le corps démembré des autochtones en arme, une forme de nécropénologie contre les vivants et contre les morts. Mais pour les colonisés, les corps, morts et mourants, sont un moyen de donner du sens, une manière de comprendre, de vivre et de résister dans une économie mondiale où les conséquences du démembrement sont banalisées. Pour les Palestiniens, leurs ashlas sont liés au corps collectif, social et politique. Ce sont les morceaux de corps collectés, soignés, transportés, sanguinolents, dispersés, qui sont des artefacts et des témoignages psychosociaux qui racontent l'histoire intérieure de la Palestine aux Palestiniens et au monde. La présence des ashlas démembrés en tant que centre corporel, matériel et charnel place au centre de la collectivité la socialité de l'entité géocorpographique qui dépasse la mort.
afin de parler de la condition palestinienne, de l'histoire de la Palestine. Les Ashlas palestiniens témoignent de la longue histoire de l'asservissement colonial et de son enchevêtrement avec la culture coloniale génocidaire. Les Ashlas révèlent également la complicité des économies coloniales mondiales, les cultures capitalistes néolibérales, dans les formes nombreuses de démembrement, de meurtres et de morts des Palestiniens. Ainsi, dans les parties de corps démembrés, on s'articule une forme incarnée de théorisation. Et les Ashlas révèlent ce qu'a toujours été le projet, de détruire et de déplacer. Cela nous dit également ce que les colonisés doivent toujours faire et pour définir l'Ashla. Donc, entouré par la voie de Gaza et en essayant de définir tout cela, j'ai théorisé les Ashlas et j'ai vu et je dévoile la relation entre la force génocidaire coloniale et impériale des colons et les hiérarchies raciales meurtrières. Avec les Ashlas, le mot arabe, les Palestiniens témoignent pour eux-mêmes de l'imbrication violente de la violence génocidaire à Gaza avec la politique coloniale d'élimination. J'ai été inspiré par Aboud, un garçon de 15 ans qui vivait dans une tente et dont l'enseignante a été transformée en Ashla. Il a décidé de rédiger un roman qui s'intitulait Ashla et dans lequel il parlait de l'importance de son enseignant. Et je pense que m'intéresser à la signification de l'Ashla et approfondir cela à l'importance du pouvoir des Palestiniens à faire face différemment à l'exigence de non-existence de la colonie, avec lui, avec les actes de défiance de très nombreux Gazaouis, je soutiens que l'Ashla va au-delà du démantèlement des domaines biopolitiques et nécropolitiques du commandement racial en nous obligeant à lire ces inscriptions dans la chair et dans les corps démembrés, blessés et mourants décolonisés. Ce faisant, je soutiens que l'Ashla expose l'appétit vorace du colon qui interdit la pensabilité de l'intégrité palestinienne. Et ce faisant, je veux dire que l'Ashla expose la pensée du colon qui refuse, qui interdit de penser l'intégrité palestinienne, de penser qu'il est possible pour la Palestine de se constituer en tant qu'entité sociale. Le fait de centrer l'Ashla perturbe la perception totalisante de l'anéantissement en insistant sur le caractère sacré de la chair ainsi que sur l'enterrement des morts. Et en marchant parmi les Ashla dans une fosse commune du complexe médical Nasser, la journaliste gazaoui Bissan a noté qu'en recherchant des organes, des têtes, des peaux, vous marchez un peu, vous voyez des cadavres qui attendent que quelqu'un les reconnaisse. C'était ce qu'elle disait. Ces mots, ces silences mettent en scène les Ashla comme un appel à la reconnaissance, un appel à être rassemblés et embrassés, un appel à être reconnus comme des lieux de connaissance. Ces lieux lisent les organes éparpillés comme une recherche de réunification avec la famille. Un acte d'enracinement contre le déracinement violent. Ces réflexions exposent l'inscription de la terreur d'État sur les chairs éparpillées, une politique qui vise à expulser les morts de l'humanité. Sa caméra et ses mots fonctionnent comme une contre-cartographie insistant sur les relations incarnées au moment de la terreur d'État colonial israélienne à Gaza. La lecture des Ashla inconnus qui portent en eux de nombreuses histoires d'êtres chers qui n'ont pas survécu au génocide donne un sens au lemlamé. Ces actes d'amour qui consistent à rassembler, à protéger les morts dispersés, à reconstituer les membres démembrés. En commençant par le peuple palestinien, même en tant qu'Ashla, nous entamons le voyage presque impossible qui consiste à essayer d'embrasser les restes blessés. Ashla, comme acte de lemlamé, comme une réunification épistémique et incarnée contre le Nakba en cours, une revendication de la relationnalité inséparable et de l'intégrité juste des Palestiniens au milieu
de la fragmentation. L'Ashla nous offre un concept essentiel pour comprendre la brutalité génocidaire du démembrement physique incarné tout en refusant d'être passif. En plaçant l'Ashla au centre d'une contre-archive, on expose la création par la colonie du peuplement de paysages de mort et son élan nécrologique comme outil de gouvernance. En Palestine, Ashla a plusieurs sens pour essayer de détruire et d'effacer le seul instrument dans une longue série de technologies utilisées par l'État israélien. En Palestine, il s'agit d'effacement et la Palestine, de nombreux moyens sont utilisés pour contrôler la chair déchiquetée, pour tenter de la détruire et de l'effacer. En regardant face à l'Ashla qui transforme les espaces de vie en zones de mort, en espaces de mort, les Gazaouis réitèrent et répètent avec anxiété le concept d'Ashla, une invocation qui dévoile le travail politique de sa brutalité. Donc en comprenant comment les Palestiniens donnent un sens aux scènes de démembrement brutal du corps, de la famille, de la terre et de la communauté dans la vie quotidienne, au milieu d'un génocide, je propose une théorisation anticoloniale à partir de la chair. En prenant l'Ashla comme point de départ ontologique et théologique, en le défiant, en le revitalisant, en insistant sur son humanité comme une géopolitique démembrante et disposabilité corporelle, je souligne comment, en identifiant les parties du corps de leurs proches, les Palestiniens accentuent leur palestinité, leur vivabilité, leur intégrité, leur continuité. Parler d'Ashla, c'est parler de l'âme-lamé, c'est déballer la colonialité mortelle du non-être et défier le mécanisme intrinsèque inhérent du démembrement colonial. Maintenant, je passe à ma deuxième idée. Il s'agit de la surpuissance de la tuerie. Grâce à cette combinaison calculée d'Ashla et de violences bioaffectives invasives, le pouvoir colonial met en place un régime qui déchire les liens psychosociaux entre les colonisés, produisant un état que j'appelle en anglais overkill, surpuissance de la tuerie. J'utilise ce mot parce qu'il représente l'ordre racial du pouvoir et la domination de la souveraineté d'un État, l'État d'Israël, du point de vue mondial. Et quand on voit ce qui se passe sur le terrain. La surpuissance de la tuerie ne fonctionne pas simplement comme une brutalité excessive, mais comme une formation coloniale qui organise la mort comme une condition totalisante de la vie. Il s'agit d'une brutalité conçue pour déraciner, éviscérer, démembrer de manière permanente le cadre social, le squelette qui maintient la cohésion de la vie psychique, physique et sociale des colonisés, façonnant l'intégrité du corps national, de la socialité, de la terre et de la vie palestinienne. Mise en scène sans vergogne par les responsables israéliens, les éducateurs, les chefs religieux, les civils, appelant au ktisha, le pilonnage, ou mechika, l'effacement de Gaza. La surpuissance, l'overkill, s'engage à la non-humanité totale des colonisés afin de préserver l'État sécurisé et sacralisé du colonisateur, comme je le dis. Elle exige non seulement la mort physique, mais l'effacement de la mémoire, la destruction des mondes sociaux, le démantèlement des systèmes de signification culturelle et la suppression de tout horizon politico-existentiel dans lequel les colonisés pourraient se rassembler, survivre ou imaginer un avenir. Donc, cet overkill, cette puissance de la tuerie, cherche à vaporiser les infrastructures matérielles, spatiales, affectives et épistémiques qui soutiennent la vie, garantissant que, même en mourant, les colonisés restent fragmentés, impossibles à pleurer et impossible au souvenir. Organisée sur la base de la logique de l'intensification de la douleur et de l'horreur, la surpuissance de la tuerie teste les limites de l'imagination et de la politique en offrant de nombreux types de morts par démembrement. Il produit une économie politique géocorporelle, un ashla psychosocial pour parvenir à la solution finale, l'élimination totale. Visant à détruire la pluralité et la relationnalité du monde colonisé, la surpuissance coloniale alimente sa logique d'anéantissement pour atteindre sa propre fondation et sa propre futurité. Le pouvoir de l'Ashla, du sang, des balles, des membres démembrés, de la mort, de l'agonie, est inscrit dans l'économie génocidaire qui enregistre une agonie sociale viscérale, géocorporelle, affective et sociopolitique.
afin d'assurer la liquidation du corps, de la vie, de la terre et du collectif palestinien. En ce sens, cet overkill, cette surpuissance de la tuerie est une nécroéconomie coloniale. En tant que technologie coloniale, la surpuissance opère par l'éviscération systématique du corps sociopolitique colonisé, sa cohésion, son interdépendance et sa capacité de régénération. Elle soumet les peuples à une mort continue et routinière, rendant la vie, la famille et la continuité communautaire non pas sacrées, mais instrumentales. La vie elle-même devient du capital. Le corps, la chair sont des capitales, sont utilisés comme des marchandises et des armes. Dans ce régime, la destruction de la vie et des infrastructures n'est pas un dégât collatéral, mais constitutif. Cet overkill, cette surpuissance de la tuerie transforme la vitalité en un moyen d'accumulation, une devise du pouvoir, une monnaie du pouvoir colonial qui est testée, affichée, vendue afin de produire davantage de capital pour l'État colonisateur et ses facilitateurs mondiaux. La surpuissance de la tuerie en tant que capital, en tant que matière première de l'idéologie sioniste et la surpuissance à travers l'Ashla révèle son enchevêtrement dans le corps fragmenté de la vie et de la terre, produisant un capital fasciste, une monstruosité coloniale imaginée par le colonisateur comme garantissant la mort des colonisés, qui élargit notre compréhension des origines des relations sociales capitalistes. En tant que capital fasciste, l'overkill efface la socialité des sociétés collectives pour assembler des hiérarchies de conquête et de domination genrées et racialisées, générant des conditions sociales et géocorporelles propices à davantage de violence. Souvenons-nous que cet overkill est une nécessité psychique. Sans cela, l'angoisse est insupportable. C'est pour ça que les hôpitaux doivent devenir des fosses communes et les fosses communes doivent être effacées. Il n'est pas possible qu'il y ait des expressions soit de la puissance ou de l'angoisse colonialiste mieux représentées que par les bulldozers ou les bombes. Comme Shirin Brazak nous le dit, en parlant de ce qui se passe au niveau national, le colonisateur doit revenir une fois de plus à ses tombes et s'engager dans des processus de désacralisation si le colonisateur doit se reconnaître comme État triomphant et légitime. Les morts ne peuvent pas être laissés tranquilles si leur sacralité persiste. Donc cette position d'overkill nous donne cette idée de violence coloniale qui discipline et qui viole. Ici, le mot Ashla devient un lieu de gestion où les corps brisés ne sont pas seulement des vestiges, mais des objets de gouvernance. Comme note Puar à propos des blessures, de la débilité et des mutilations, c'est pas toujours par le meurtre, mais selon moi précisément par la surpuissance de la tuerie et sa logique d'éviscération. Si j'utilise cette analyse, de telles pratiques soutiennent une économie politique de dépossession, produisant le capital de la non-reconnaissance de l'ontologie du non-être. Bien, la terre, le corps, la socialité démembrée, c'est en fait une géosociocorpographie. Alors, quel type de cartographie avons-nous besoin alors que la médecine légale même est détruite? Eh bien, je m'engage dans l'horreur de la surpuissance à la fois ontologiquement et théologiquement afin de nommer les membres de la famille qui sont perdus, les os et la chair qui sont introuvables, des fœtus morts jamais nés et des corps et les entités dans la douleur qui font le pont entre les vivants et les morts et les non-nés. Vous vous souvenez des enfants qui se décomposaient dans leur berceau et à la mi-mai 2025, le législateur sioniste a affirmé dans un interview sur le canal 12 News que tout le monde s'est déjà habitué au fait que nous pouvons tuer 100 Gazaouis en une nuit pendant une guerre comme celle-ci. Et personne ne s'en soucie, c'est ce qu'il a dit. Et Sukkot a dit que l'anéantissement néocropolitique de la surpuissance de la tuerie se manifeste également dans la surpuissance de la tuerie des affamés. Peu importe la féchitisation ontologique et épistémologique du sujet racialisé qui se transforme en capital humain dans les mains de l'État colonial
ce qui favorise leur mise à mort. Donc cet overkill entraîne également l'exaltation économique et impériale de la violence. Comme vous le savez, dans le programme de l'IA, dont The Gospel génère des listes de bâtiments et d'autres cibles structurelles à attaquer. Voilà. Là, cette personne n'est plus liée au Hamas. En fait, comme dit Gray, il dit que là, il ne s'agit pas d'opération chirurgicale. Au contraire, un opérateur les décrit comme une usine d'assassinat de masse et qui privilégie la quantité à la qualité. Alors, ces horreurs de la surpuissance sont encore plus évidentes dans les frappes israéliennes sur les écoles de Gaza. Vous le savez, vous connaissez l'histoire de Madrasat Tabrin. Et selon un rapport de l'UNICEF, chaque jour à Gaza, je dis bien chaque jour à Gaza, 28 enfants sont tués. Comme dit Iyad, mon ami, vous imaginez, c'est une classe d'enfants et chaque jour, une classe d'enfants. Bon, lorsque je parle d'overkill, je parle aussi des tueries à outrance de ceux qui sont déjà morts, avec des tanks israéliens qui passent sur ceux qui sont déjà morts. Voilà comment fonctionne ce génocide. Les bombes écrasent tout, mais aussi démembrent ceux qui sont prêts à mourir et ceux qui sont déjà morts. Raja a mis la lumière sur le système. Les personnes sont transformées en ashla, mais cela ne suffit pas, j'ai l'impression. Dans ce système, une mère doit regarder sa famille être écrasée à mort et ensuite, vous savez, les morts doivent être tués avant, pendant et après leur mort. Un char doit écraser les corps d'une famille, des enfants, dans le sable, en les aplatissant, en les désintégrant la chair au point de les rendre méconnaissables en tant que corps, terre, socialité ou vie. Cette compulsion à exagérer l'exécution nous montre ce qui c'est pour Rajan et ses enfants. Aucune personne ne peut lire ces corps. Il n'y a aucune enquête non plus. Donc, souvenons-nous de ceci lorsqu'il s'agit de l'overkill. On écrase les corps morts. Il y a les va-et-vient des chars sur leurs corps qui les effacent de façon structurelle, de façon squelettique et sociale. Les effacent même du sable. C'est ce que nous voyons aussi à Mouassir Razé, qui est une zone humanitaire déclarée par les forces de l'occupation israélienne pour la population civile de Gaza. Un article du Haaretz citait Georgios Petropoulos qui dit « Il y a des gens qui sont tout simplement vaporisés, disparus, 10 ou 20 personnes qui se trouvaient dans les tentes, qui ont simplement disparu, sont évaporés. » J'étais dans l'hôpital après le bombardement, j'avais l'impression de voir un abattoir avec du sang partout. On aurait dû dire Nagasaki. Fin de citation. Donc, la violence excessive est performative, excessive, blessante et redondante. Cet overkill se voit. Et il s'agit d'une agression, de meurtres racistes et des agressions brutales, ce qui envoie un message clair de corps politique, les corps perdus de la famille de Rajal, les disparus vaporisés des camps de réfugiés, les tombes disparues, jamais ni creusées ni déplacées, ne comptent pas, ne compteront jamais et ne devraient jamais compter. Cet overkill nous dit qu'il ne restera rien de la Palestine, même pas les décombres, même pas les ashlas des Palestiniens. Toute trace des individus palestiniens, de la socialité palestine, de la société palestine seront effacées, éradiquées. Que restera-t-il? Rien. Rien que la monstruosité. Et pour terminer, je vous montre une citation de Mahmoud Darwish qui insiste sur le fait que nos ashlas n'ont pas de nom. سقط القناع عن القناع سقط القناع لا إخوة لك يا أخي لا أصدقاء يا صديقي لا اقتلاع لا الماء عندك لا الدواء ولا السماء ولا الدماء ولا الشراع ولا الأمام ولا الوراء حاصر حصارك لا مفر سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر. L'ashla et cet overkill, voilà mon angle de vue, la façon dont j'analyse les choses. J'insiste sur le fait que ce plan, si nous n'agissons pas, si nous ne parlons pas,
Si nous ne faisons rien, nous, la communauté mondiale, si nous ne faisons pas ce lemme-là, rien ne restera de la Palestine. Rien. Même pas les ruines, même pas les ashlas des Palestiniens, même pas la possibilité de redécouvrir les corps. Donc il faut agir en amont pour éviter la production d'ashlas et de cette tuerie excessive. Merci.